Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série À qui appartient réellement la télévision. Après TF1 la dernière fois, on va s'intéresser aujourd'hui à la télévision publique, France Télévisions. Pour mieux comprendre, on va voir une partie de son histoire et ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais avant, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous les connaissez évidemment, c'est le plus connu des VPN. Pour ceux qui en ont besoin, ça vous permet plusieurs choses. D'abord, de sécuriser votre connexion, surtout si vous vous connectez à des réseaux publics comme les gares, les aéroports, les cafés, les McDo, etc. etc. Un VPN va du coup créer un tunnel de données cryptées qui va passer par leur serveur. Et d'ailleurs, c'est ça le deuxième point. En passant par les serveurs d'un VPN, vous pouvez changer votre emplacement. Enfin, virtuellement évidemment. Ils ont plus de 5400 serveurs dans 59 pays différents. Vous pouvez donc virtuellement vous trouver au Japon, aux États-Unis, en Espagne, etc., etc. Ça permet surtout de contourner le blocage de certains sites en fonction de votre pays ou d'avoir le catalogue d'une plateforme de streaming d'un pays différent. Et NordVPN annonçant être le VPN le plus rapide du marché, vous ne devriez pas avoir de problème de streaming. Bref, voilà, c'est très simple d'utilisation et c'est disponible sur Windows, Android, iOS, macOS, Linux, bref, ça marche avec tout. Si ça vous intéresse, vous avez 66% de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN et 1 mois gratuit en plus, soit 3,17€ par mois avec le code Ludovic. Le lien est en description, donc profitez-en. Même si le mode de diffusion de la télévision a bien évolué, la première chaîne française, le canal 1 si on veut, ne s'est pas toujours appelé TF1, loin de là. Pour comprendre, il faut remonter aux origines de la télévision en France. Les premières diffusions à la télévision française remontent à 1935, et ça ressemblait à ça. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Pas besoin de zapper, c'était pas possible. Cette chaîne s'appelait Radio PPT Vision, c'était une chaîne publique, donc appartenant et contrôlée par l'État. Dans cette même période, un émetteur a été installé en haut de la Tour Eiffel pour diffuser la chaîne. En 1937, Radio PPT Vision change de nom et devient Radiodiffusion Nationale Télévision. La chaîne diffuse des émissions à partir de 16h au plus tôt et jusqu'à 22h au plus tard. C'est tout. Le reste du temps, il n'y avait rien. En même temps, à l'époque, il n'y avait qu'une centaine de foyers équipés de la télévision, c'était vu comme un média de riches et la télé était un objet de luxe. En 1943, l'unique chaîne de télévision française tombera tout comme Paris aux mains des Allemands. Elle sera renommée Fernsehsender Paris, je suis désolé, je ne parle pas du tout allemand, mais en tout cas ça veut dire Télévision Paris. Et l'Allemagne nazie va déménager les studios dans un ancien dancing au 15 rue Cognac-G. Cette adresse est restée un haut lieu de la télévision française durant des décennies, et d'ailleurs ça l'est encore aujourd'hui. Bref, c'est du nom de cette rue que vient le fameux... À vous, Cognac-G. Merci, bientôt c'est Léon Zitrone. Ça doit rappeler quelques petits souvenirs aux plus âgés d'entre vous. Bref, l'Allemagne nazie se servira de la télévision française jusqu'en 1944, la libération de Paris, où la chaîne sera rebaptisée en RDF Télévision Française, puis RTF Télévision quelques années plus tard. Bref, la première chaîne de télévision française sera, sous plusieurs noms, la seule et unique à émettre durant en tout plus de 29 ans. Mais le règne de l'unique première chaîne prend fin en 1964 avec l'arrivée d'un deuxième canal et la création de l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. En même temps, ça servait à rien de créer un deuxième canal avant ça, puisque à l'époque, il y avait très peu de télévision, il y en avait genre une par village. Et puis comme il n'y avait pas autant de programmes qu'aujourd'hui, ils pouvaient tous être facilement diffusés sur une seule chaîne, ça suffisait. Mais à partir de 1964, on retrouve donc la première chaîne de l'ORTF, future TF1, et la deuxième chaîne de l'ORTF, future Antenne 2, et puis France 2. D'ailleurs, le canal de cette deuxième chaîne, plus récent, lui permet une évolution rapide technologique, et en 1967, c'est l'arrivée de la couleur sur la 2. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Alors que la première chaîne, elle qui utilise des émetteurs plus vieux qui demandent beaucoup plus d'argent pour évoluer, reste toujours en noir et blanc. De toute façon, là aussi, à l'époque, peu de postes de télévision permettaient de recevoir la télévision couleur. Une télé couleur dans les années 60, ça coûtait extrêmement cher. Alors même si le signal couleur existait, la plupart des gens continuaient à regarder la télévision en noir et blanc. Mais la France entre de plein pied dans les années 70 et cette décennie sera celle de l'essor de la télévision. En 1970, seul un foyer sur 10 possédait un poste de télévision et à la fin de cette décennie, ce chiffre est passé à 9 sur 10. Parce qu'il faut dire que l'offre télévisuelle s'est étoffée dans les années 70, déjà avec l'arrivée de la troisième chaîne publique de l'ORTF, et celle-ci était dès le départ en couleur. Naissance de la télévision troisième chaîne, première fois.
alors que la première chaîne, elle, restait toujours à la même époque, en noir et blanc. Voilà à quoi ressemblait la télévision dans les années 70. 3 chaînes, toutes publiques, contrôlées par l'ORTF. Mais l'ORTF, l'organisme d'État, ce n'était pas que de la télé. C'était aussi les radios nationales de l'État, France Culture, France Inter et France Musique. Je vous invite évidemment à regarder mes 2 vidéos sur l'incroyable histoire des radios pirates si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et l'ORTF, c'était également 23 radios régionales ou encore 8 radios d'outre-mer. Mais aussi des télés régionales, des centres de production, de diffusion, des régies publicitaires, de l'archivage. Bref, la télé et la radio en France sous l'ORTF sont centralisées par cette énorme machine. Le tout contrôlé par le ministre de l'Information qui n'hésite pas à censurer et à dicter ce qui doit être dit. Les films sont rabotés, certains politiques coupés au montage, l'information tronquée. Le ministère de l'Information censure alors à tour de bras les médias français grâce à l'ORTF. Ce qui donne d'ailleurs lieu à cette scène mythique en 1971 où le journaliste Maurice Clavel se rend compte que son film a été censuré par le pouvoir lors de son passage en télévision. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des 3/4, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Messieurs les censeurs, bonsoir. Et toutes ces parties censurées étaient conservées dans les sous-sols de la rue Cognac-G, ce temple de la télévision, dans une petite pièce qu'on surnommait les portes de l'enfer. Cette censure, qui était beaucoup critiquée par les téléspectateurs et les journalistes, était un terrain bien défendu par le président de l'époque, Georges Pompidou. Être journaliste à l'ORTF, ça n'est pas la même chose que d'être journaliste ailleurs. Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que quand vous parlez, vous ne parlez pas qu'en votre nom, et que vous le vouliez ou non, vous engagez la France, et qu'il y a une certaine hauteur de ton et de pensée qui vous est réclamée. Avec l'arrivée au pouvoir en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing et de son Premier ministre Jacques Chirac, la France entre dans le libéralisme. Et ils veulent faire tomber le symbole du contrôle de l'information à la De Gaulle ou à la Pompidou, l'ORTF. L'ORTF, dit-on en France, est devenu trop lourd pour être efficace et rentable. D'où la réforme actuelle, plus profonde que toutes les précédentes, radicale même, puisqu'elle supprime l'office et le fragmente en 6 organismes complètement autonomes. Et c'est dans cet esprit que l'office central, l'office de l'ORTF, sera supprimé. Il n'y aura plus d'office national de la radiodiffusion et de la télévision nationale, et donc plus de président-directeur général dès la mise en œuvre de la réforme. Cette réforme était indispensable. Elle était indispensable pour des raisons de fait qui ne dépendaient de l'appréciation de personne. C'est qu'une seule unité chargée de gérer à la fois 3 chaînes de télévision, plus des émissions régionales, plus un ensemble complet de radiodiffusion, ça dépassait les capacités d'organisation et de gestion de quelques structures et de quelques individus que ce soit. Jugé trop complexe, trop vieillot, l'organisme d'État tentaculaire éclate à la fin de l'année 1974. Cette fois, c'est sûr, c'est officiel, l'ORTF est mort aujourd'hui à 13h12, mais le cycle ORTF ne disparaîtra de vos écrans que le 31 décembre prochain. Les députés ont donc accepté de remplacer l'ORTF par 4 sociétés nationales. 3 chaînes de télévision, 1 chaîne de radio, un établissement public de diffusion et une société anonyme de production. Ces établissements et ces sociétés sont entièrement indépendants et concurrents. La télé et la radio demeurent publiques, mais divisées en sociétés indépendantes les unes des autres. Les radios de l'ORTF deviennent Radio France, la Société française de production voit le jour, ainsi que l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et c'est d'ailleurs grâce à eux que je peux vous montrer autant d'archives. Et enfin, les 3 chaînes de télévision de l'ORTF sont divisées en sociétés nationales. La première chaîne de l'ORTF devient Télévision Française 1, TF1, la deuxième chaîne sera Antenne 2, et la troisième, France Région 3, FR3. Chère Catherine, je suis très gâté ce soir parce que vous êtes mon 2e rendez-vous. En attendant, si vous le voulez bien, Antenne 2 commence. C'est en effet aujourd'hui que commence une page nouvelle de la télévision. Et pour moi, c'est une belle aventure que je vais mener avec tout le personnel de cette nouvelle société France Région.
Les 3 chaînes, malgré qu'elles restent publiques, n'ont plus de direction commune et sont maintenant concurrentes. Les dirigeants de chaque chaîne sont nommés par le président de la République lui-même. Du coup, plus besoin de censure ministérielle, ce seront les patrons de chaîne proches du président qui s'en chargeront directement. L'année suivante, 1975, marque également un tournant pour la première chaîne TF1 avec enfin l'arrivée de la couleur, 8 ans après la 2. Ah! Christian Bernadac m'a demandé d'apporter ma contribution ce soir à l'inauguration de la couleur sur TF1. Eh bien, je l'apporte sous forme vraiment matérielle, celle de ce panneau. Bon, je vous avouerai qu'à TF1 13h, j'utilise depuis un long moment la couleur, qu'elle nous sert beaucoup pour l'information. Alors je suis content maintenant que mes petits camarades Jiquel, Besançon et Bourret en profitent régulièrement aussi. Je leur fais ce cadeau pour l'inauguration. Les 3 chaînes ne vont pas énormément bouger sur la fin des années 70, début 80. Mais avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, le service public va prendre un tournant à gauche. François Mitterrand est élu président de la République. Mais il va aussi libérer la télévision privée avec la création de Canal+, La 5 et TV6. On verra tout ça dans les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas, et en plus c'est des histoires de fous. Mais le gros changement pour la télévision publique arrive bientôt puisqu'en 1986... Voici selon la Sofres la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. UDF-RPR 282. Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. Le peuple français a fait son choix. C'est la cohabitation. Mitterrand, président de gauche, et retour de Chirac, donc de droite, en tant que Premier ministre. Et Jacques Chirac prône le libéralisme et la privatisation. Il veut offrir à la France une chaîne privée de plus. Et pour ça, il faut lâcher du lest dans la télévision publique et privatiser un des canaux. Au départ, le choix se porte sur Antenne 2, puis sur FR3, mais finalement, contre toute attente, ce sera TF1. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est le groupe Bouygues qui empochera la chaîne. Le 6 avril 1987, la télévision publique n'a donc plus que 2 chaînes, Antenne 2 et FR3. Mais en vendant TF1, la télé publique française va s'affaiblir. C'est eux qui prennent la concurrence de plein fouet, surtout qu'entre 86 et 87, le nombre de chaînes privées de télévision française a explosé. TF1, Canal+, La 5, M6, la compétition de l'audience est rude. Et face à la télévision privée, les 2 chaînes publiques ne suivent pas. Trop académique et culturel pour Antenne 2, trop régional pour France 3, et surtout, il n'y a aucune harmonisation entre les 2 chaînes. Il faut trouver une solution, et rapidement, pour sauver le navire. À la réélection de François Mitterrand en 1988, l'idée de renationaliser TF1 lui vient à l'esprit. Mais elle sera tuée dans l'œuf, se rendant compte de l'effet girouette que ça pourrait causer et des dégâts économiques dans le secteur privé. Et finalement, il va demander à Jack Lang, ministre de la Culture et de la Communication, de trouver une meilleure idée. Et cette idée, bizarrement, va venir l'année suivante, en 1989, de la part de TF1. Enfin, surtout de Patrick Lelay, l'homme derrière la candidature de Bouygues au rachat de TF1 et surtout le tout nouveau PDG de la chaîne. Lors d'un entretien entre Jack Lang et Patrick Lelay, qui veut évincer Berlusconi de la 5, ça, il y a déjà une vidéo là-dessus juste ici, Patrick Lelay va soumettre à Jack Lang l'idée que s'il récupérait la 5, ce serait bénéfique pour eux. 2 chaînes chapeautées par un même PDG permettraient de définir une meilleure stratégie, mais aussi d'harmoniser les contenus, de créer une meilleure grille complémentaire entre les chaînes. Bref, l'idée est de créer un groupe de chaînes. Écoutant ça, Jack Lang ne va pas donner la 5 à TF1, ce qui les renforcerait trop, mais va utiliser cette stratégie pour Antenne 2 et FR3. Un seul directeur, mais en gardant les chaînes toujours séparées juridiquement. Mais qui va désigner le président de cette nouvelle entité? Le président de la République? Le Premier ministre? Le président de l'Assemblée? Celui du Sénat? Tout ça serait trop politisé et le gouvernement veut montrer que le président de ces 2 chaînes n'est pas celui de la censure de l'État. Alors, ils vont utiliser la toute nouvelle institution créée la même année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. En gros, c'est la toute nouvelle forme de la CNCL qu'on a vu dans l'épisode précédent. Ce CSA est donc la 3e instance régulatrice de l'audiovisuel mise en place depuis 7 ans. Même ambition que pour les autres, essayer de couper le cordon entre le monde politique et celui de la télévision. Une mission de plus en plus complexe avec le développement des chaînes privées. Les pouvoirs du CSA, et c'est à noter, seront singulièrement renforcés, notamment la possibilité d'infliger des amendes pour ceux qui ne respecteront pas leur cahier de charges. C'est au CSA que revient donc le choix de nommer le président des chaînes. Est-ce que ça permet d'avoir un choix moins politique? Pas vraiment, parce que les membres du CSA sont eux-mêmes nommés par le président de la République, celui de l'Assemblée et celui du Sénat. Et ça se ressent encore plus quand on voit qui se porte candidat à la présidence de FR3 et Antenne 2. C'est l'Élysée et Matignon qui font eux-mêmes leur sélection de candidats. Ils vont aller chercher d'un côté Hervé Bourges, ancien président de TF1 avant sa privatisation, et Georges Kejman, avocat et ami du pouvoir.
Mais le CSA, qui est tout jeune, veut montrer qu'il n'est pas influencé par le pouvoir. Et à la surprise générale, ils vont choisir Philippe Guillaume, directeur de la Société française de production, qui avait été mis en place par Jacques Chirac. Après les auditions et l'attente un peu lasse, ce fut la surprise. Le vote des 9 sages a sacré en effet l'outsider, le candidat presque tardif Philippe Guillaume. Au deuxième tour de scrutin, Georges Kiechmann tenait pourtant encore la tête. Le troisième tour a profité à l'outsider. Au troisième tour de scrutin, c'est Philippe Guillaume qui a été élu par 5 voix contre 4 à Georges Kiechmann. Voilà. Le président ne sera pas plus bavard sur le choix de ce candidat dit d'ouverture contre le favori Kiechmann, et c'est Igor Barrère, un autre membre, qui s'en réjouira, lui, ouvertement. Chacun puisse s'exprimer selon sa conscience, son intime conviction. Je pense que le résultat est sain. Sain politiquement, vous voulez dire aussi, où il y avait eu beaucoup de favoris, il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette élection-là? Je pense qu'il y aura une bonne télévision. Et peu importe les rapports politiques, ce qui est important, c'est que le public puisse avoir une alternative de choix, de programme. Et je pense qu'il y a une chance qu'il ait ce choix dans l'avenir. Le CSA est sorti du piège, conclura-t-il, une sorte d'examen de crédibilité en tout cas. Le gouvernement voulait y mettre un homme de gauche proche du pouvoir? C'est raté. Le gouvernement est furieux. Les relations vont se durcir entre Guillaume et le pouvoir et vont rapidement devenir un conflit. Surtout que la gérance de Philippe Guillaume n'aide pas à se faire bien voir. Les dépenses augmentent, les audiences baissent. Au bout d'un an, Antenne 2 et FR3 sont au bord du gouffre. Mais plus fondamentalement, c'est le bilan de Philippe Guillaume qui est remis en cause. L'absence de décollage de l'audience, les 600 millions de francs de déficit cumulés entre A2 et FR3 qui entraînent la suppression d'émissions de prestige. C'est enfin la grève des journalistes de FR3, la plus longue depuis 1979, en dépit du redressement de la chaîne. Depuis plusieurs semaines, Catherine Tasca ne se cachait plus pour dire qu'à ses yeux, Philippe Guillaume était devenu un handicap pour les chaînes publiques. Le gouvernement va alors demander au CSA de réparer leurs bêtises et de révoquer ce premier président des chaînes publiques. Et là, le CSA se retrouve dans la merde. C'est eux qui ont voulu le mettre là pour prouver leur indépendance. Le révoquer à peine un an plus tard ne ferait que dévoiler publiquement leur échec et leur abdication face au pouvoir. Alors, ils vont faire ce que tout le monde fait en politique pour se débarrasser de quelqu'un sans qu'on s'aperçoive réellement de qui ça vient. Ils vont lui demander de démissionner. Et c'est ce qu'il fait. Voici donc tout de suite les principaux titres de l'actualité. Malaise dans le service public. Suite. Le super PDG d'Antenne 2 FR3 démissionne. Philippe Guillaume a préféré démissionner. Selon lui, il n'avait plus la possibilité de mener à bien la tâche qui lui avait été confiée. Philippe Guillaume. Je constate que ma désignation comme président d'Antenne 2 et FR3 par le CSA n'a jamais été acceptée par une partie des pouvoirs politiques qui ont multiplié sur ma route des obstacles de toute nature, avouables et inavouables. L'intérêt supérieur du service public et l'idée que je m'en fais me conduit à tirer les conséquences de cette situation, c'est-à-dire à donner ma démission. Je le fais avec tristesse, mais avec la certitude de faire mon devoir. Philippe Guillaume, le premier président des prémices de France Télévisions, n'est resté en poste que 14 mois. Et cette fois-ci, le gouvernement ne va pas laisser le CSA refaire le même cinéma. Ce sera Hervé Bourges, homme de gauche et ancien président de TF1 avant la privatisation. Un point, c'est tout. Et ce fut le cas. Hervé Bourges vient d'être désigné ce soir par le CSA président d'Antenne 2 et d'FR3. Une élection obtenue en un seul tour de scrutin. Sa première interview télé a été bien entendu pour Antenne 2. Christophe Tortora et Bernie Merriot. Je crois avoir beaucoup appris de la télévision lorsque je présidais TF1, chaîne de service public. Et aujourd'hui, je suis prêt à mettre cette expérience et cet acquis au service de l'autre service public constitué par les deux chaînes d'Antenne 2 et d'FR3. On ne refuse pas, je dirais, une telle proposition. Même dans la situation actuelle. Même dans la situation actuelle, que de temps perdu, quel gâchis. Sous sa présidence, le 7 septembre 1992, Antenne 2 et FR3 vont changer de nom pour devenir France 2 et France 3. Et surtout, elles vont être regroupées dans le tout nouveau groupe audiovisuel de l'État français, France Télévisions. Bonsoir, un nouveau générique, vous venez de le voir, un nouveau sigle, vous le voyez, et un nouveau nom. La télévision de service public s'est habillée de neuf depuis ce matin. France 2 et France 3, c'est un changement d'image, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Alain Chabot. Un 3 bleu avec le mot France en blanc inscrit sur le haut du chiffre.
C'est désormais le nouveau logo de la chaîne. Adieu FR3, bonjour France 3. Depuis ce matin, toute la signalétique du réseau a changé. Caméras, véhicules, équipe de reportage, mais aussi ce qu'on appelle l'habillage de la chaîne, c'est-à-dire les nouveaux génériques et autres jingles. Informations, programmes, météo, publicité. Un relookage total qui correspond à la nouvelle image que veulent donner les télévisions de service public dans le paysage audiovisuel français. La naissance de France Télévisions est marquée à la fois par un renouveau de l'enveloppe et du contenu et exprime une ambition stratégique, le retour du service public au premier plan. Les années 90 seront les années du service public. Un nouveau look qui traduit une meilleure complémentarité des programmes entre France 2 et France 3. Bref, un service public plus offensif. Avec France Télévisions, ce sont les chaînes privées qui sont en ligne de mire. Ainsi, le logo de France 2 et France 3 se décline désormais en bleu, blanc et rouge. TF1 n'a plus le monopole des couleurs nationales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de France Télévisions? Le groupe a grandi et c'est maintenant un énorme vaisseau amiral. 4 chaînes de télévision nationales, France 2, France 3, France 4 et France 5. Mais aussi 9 chaînes d'outre-mer avec la déclinaison de la première. Et 23 chaînes régionales avec le réseau de France 3. Mais France Télé a aussi des parts dans d'autres chaînes comme France Info, TV5 Monde, Euronews ou encore Arte. Il y aura d'ailleurs un épisode entier sur Arte et son histoire folle liée à la conquête de l'espace. Oui. France Télévisions, c'est aussi une diversification depuis quelques années sur Internet, avec Slash, Lumni, Oku ou encore Salto, le Netflix français détenu par France Télé mais aussi par TF1 et M6. Évidemment, France Télé, c'est aussi une régie pub, une filiale de production télé et cinéma et même une chaîne Twitch. Bref, un réseau tentaculaire qui rappelle finalement un petit peu l'ORTF. Mais bref, la particularité de France Télé, évidemment, c'est que c'est public. Et contrairement aux groupes privés, ça permet plusieurs choses. Déjà, un financement par les citoyens français, via la contribution à l'audiovisuel public. Une taxe qui s'élèverait à une centaine d'euros par foyer et qui représenterait en tout 3,8 milliards d'euros en 2017. Alors, petite précision, là-dedans, tout ne va pas à France Télévisions. C'est réparti également entre Radio France, TV5 Monde, France Média Monde, Arte et l'INA. Mais France Télé étant ce qui coûte le plus cher, c'est quand même eux qui en récupèrent plus de la moitié. En 2017 toujours, la taxe sur l'audiovisuel aurait rapporté à France Télévisions 2,4 milliards d'euros. Et ce type de financement de la télévision publique est un gros avantage. Ça permet une sécurité de chiffre d'affaires et donc une liberté plus importante dans les programmes proposés. Contrairement aux chaînes privées pour qui l'audience est le seul objectif, France Télé peut prendre des risques. Ne pas suivre la tendance de la télé-réalité par exemple. Proposer des programmes culturels par exemple qui intéresseront peut-être moins les téléspectateurs mais qui participeront à la culture. De toute façon, si ça marche pas, c'est pas très grave, leur revenu est en partie assuré. Et c'est justement le rôle de France Télévisions. Donner une part importante à la culture, aux émissions de fond, au cinéma ancien, au reportage, à l'éducation, bref, faire des programmes d'utilité publique. Et ça permet aussi de réduire la publicité. Quand un TF1 ou un M6 coupe en 3 un film pour y glisser de la pub, les chaînes de France Télé, elles, n'en mettent aucune. Alors idéalement, France Télévisions aimerait en mettre, mais ils n'ont pas le droit. C'est pour laisser la publicité aux groupes privés qui, eux, ne sont financés que par ça. D'ailleurs, on en reparlera de tout ça, vous inquiétez pas. Bref, le statut des chaînes de l'État est important dans l'équilibre de la télévision. Mais le fait que ça appartienne à l'État, justement, est-ce que ça donne une série de chaînes de propagande à la solde du pouvoir, comme à l'époque de l'ORTF? Non, pas vraiment. En tout cas, pas plus que les autres. France Télé a l'indépendance éditoriale. Les journalistes, par exemple, ne sont pas soumis à cette censure de l'État. Le président ou la présidente du groupe est toujours nommé par le CSA, mais qui tend au fil des années à prendre ses distances avec le pouvoir. Même si les membres du CSA sont toujours nommés par le président de l'Assemblée nationale, il en nomme 3, celui du Sénat en nomme 3 également, et le président de la République lui-même, il n'en nomme qu'un, mais c'est le président du CSA. Évidemment, il serait faux de dire que le gouvernement ne peut pas faire pression sur France Télévisions pour en changer un peu le contenu, surtout sur l'information. Mais il y a une grande différence entre pouvoir le faire techniquement et le faire réellement. Dans les faits, aujourd'hui, il n'y a pas cette censure qu'il y a eu dans le temps. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les journalistes ne le laisseraient pas passer. En revanche, France Télé ne prend pas non plus parti politiquement. En tout cas, moins que les autres. Parce que c'est aussi ça, le rôle d'une chaîne publique. Être neutre et impartial. Loin de la concurrence effrénée des groupes privés. Bien sûr, ils cherchent à faire de l'audience, mais ce n'est pas le seul moteur. France Télé se doit d'avoir une utilité publique. Voilà pour France Télé, un modèle imparfait, mais dont le maintien est vital pour l'équilibre du PAF, le paysage audiovisuel français. La prochaine fois, on découvrira l'histoire de la première chaîne privée qui a vu le jour en France, Canal+. Et je peux déjà vous dire que l'histoire est incroyable. On verra également ce qu'est Canal aujourd'hui et à qui tout ça appartient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important, puis comme ça vous aurez la suite des épisodes. Et moi je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!